Gilbert Cochet, naturaliste, spécialiste du Grand-Duc, de la moule perlière, des rivières et du sauvage. Béatrice Crémer-Cochet, professeure agrégée de sciences de la vie et de la terre, et naturaliste, photographe nature et passionnée de tout ce qui est sauvage et conservation du sauvage. Alors, personnellement, je suis citadin, donc né en ville, entre le musée Guimet et le parc de la Tête d'Or. C'était peut-être un peu le bon endroit pour être naturaliste, mais d'être en ville, c'est difficile d'imaginer le sauvage. Mais malgré tout, tout a commencé dans une petite rivière à Villeurbanne, la Rise, où il y avait des tritons, où j'allais. Puis après, le premier vélo, qui me permet d'aller jusque dans la Dombe et de voir plein d'oiseaux sur des étangs. Mais ces étangs sont artificiels, donc c'est un monde un peu factice que je découvre. Et puis ensuite, on passe à nos vacances en famille, on va dans la Drôme, on va en Haute-Loire, et je commence à voir des vallées resserrées, des gorges, des choses comme ça. Et des endroits où, quand on se tourne tout autour, on ne voit aucune trace humaine. Et là, ça a commencé à me marquer, et là, je me suis senti bien. Et donc, cette sensation de bien-être dans un monde qui n'est pas façonné par l'homme, je crois que c'est ce qui a pour moi révélé le sens du sauvage par rapport à mes besoins, à mes aspirations. Et puis voilà, j'ai continué. J'ai eu ma première voiture à 18 ans, parti en Lozère, en Ardèche, voir des territoires autres. Ensuite, je suis parti dans l'ex-Yougoslavie, dans les gorges du Monténégro, etc. On s'est pas mal baladé avec des amis. Et puis quelques années plus tard, à la fac, j'ai rencontré Béatrice. Et donc, tous les deux, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes aspirations. Et donc, ça a été des voyages qui nous ont conduits à penser ce que nous pensons aujourd'hui, construit voyage après voyage sur le sauvage. Et c'est vrai qu'on a fait des trucs assez fous. On a traversé le Monténégro à pied, on a traversé les Carpates roumaines à pied. Et cette aspiration-là a été vraiment pour moi le moteur véritable de ma recherche, de ma quête. Ma quête, c'est chercher le sauvage partout où il est et m'immerger là-dedans pour bien me sentir. Et ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte, enfin, je m'en rendais bien compte, que ce sauvage était menacé, était détruit. Et donc là, j'ai changé de ma façon de faire. De spectateur, j'ai essayé de devenir acteur, acteur de la protection. Moi aussi, comme Gilbert, mon rapport au sauvage, d'une certaine façon, remonte très tôt à des racines qui sont situées dans l'enfance. J'ai pas eu un rapport sauvage aussi tôt que toi, Gilbert, tout simplement parce que, étant une fille, j'avais pas le droit d'aller me promener toute seule dans la nature avant un certain âge. Mais la passion pour les animaux était déjà là. Mes grands-parents avaient, les deux d'ailleurs, du côté paternel et maternel, mais notamment du côté paternel, avaient une ferme avec des lapins, des poules. Et déjà, quand j'étais très petite, mon, mon grand plaisir, c'était d'ouvrir. Ils étaient dans des petites cages minuscules. Ils passaient leur vie là-dedans, bon, très confortablement, nourris, etc. Ils finissaient à la casserole en général. Et mon grand plaisir, c'était d'ouvrir la cage. Et j'avais négocié un lapin à moi qui n'a jamais fini à la casserole, mais qui est mort de sa belle vie. Et mon plaisir, c'était de le voir petit à petit sortir de cette cage, explorer l'environnement. Et voilà, c'était pas ouvrir la cage aux oiseaux, mais c'était ouvrir la cage aux lapins. Et par la suite, me promener dans la nature, observer les animaux, ça a été toujours une immense source de plaisir. Donc j'ai d'abord fait ça dans les environs de l'habitation de mes parents. Par la suite, donc avec Gilbert. Alors le problème, c'est que en Europe, voir des animaux sauvages, c'est pas très facile. Ce n'est pas très facile. Et en plus, moi, j'ai toujours eu une envie d'aller voir des choses très différentes de ce qu'il y a habituellement autour de moi. Et donc, petit à petit, j'ai poussé à ce qu'on passe
d'un milieu européen, on va dire, à un milieu beaucoup plus international. Et notre première grande expédition, ça a été quand, enfin, expédition, c'est peut-être un grand mot, ça a été quand on a été professeurs agrégés tous les deux, avec notre salaire à l'époque, on avait l'impression d'être riches comme Crésus, parce qu'on passait d'un budget étudiant, donc avec beaucoup de privations, l'habitude de se restreindre, à finalement des revenus qui n'étaient pas énormes, mais qui permettaient quand même, enfin, pendant un an, on vivait encore avec le train de vie étudiant, mais avec un salaire plus important. Et donc, on a pu mettre de l'argent de côté. Puis j'ai dit à Gilbert, bon, bah, écoute, là, on va se faire un gros plaisir. On va aller voir tout ce qu'on a étudié à la faculté, les volcans. On va voir des vrais volcans en activité. On va voir des vrais coraux. Et donc, notre premier grand voyage, ça a été couplé l'île de la Réunion et l'île Maurice. Et on a découvert à la fois le côté flore, donc flore tropicale, géologie avec le volcan actif, et puis le côté animal. Alors là, ce qu'on a surtout vu, c'était des animaux aquatiques, avec cet émerveillement en masque et en tuba, parce qu'à l'époque, on n'a fait que masque et tuba, on n'a pas encore fait de la plongée avec bouteille, c'est venu plus tard. On a découvert tous les lagons de l'île Maurice, et ensuite il y a eu un petit break, parce qu'on a eu notre premier enfant. Et lorsqu'on a eu le deuxième, on a rencontré Véronique et François Sarano. François Sarano a beaucoup travaillé pour l'équipe Cousteau. Et François m'a ouvert la porte d'un monde nouveau, en quelque sorte, celui de la photographie professionnelle. J'adorais faire de la photo, mais je m'y prenais un petit peu mal. Et donc, en observant ce qu'il faisait, j'ai réussi à comprendre comment mettre en valeur les animaux, les paysages, etc. Et surtout à avoir l'audace d'aller plus loin dans des projets qui financièrement paraissent peut-être un petit peu fous, mais dont je me suis rendu compte qu'ils étaient réalisables avec un petit peu d'imagination. Notre premier grand voyage aux antipodes, ça a été l'Australie. Et là, en Australie, on est parti avec nos deux enfants. Notre première fille qui avait déjà 11 ans, la deuxième qui venait de naître, elle avait 2 mois quand on est parti. Et là, on s'est plongé dans un monde qui a été entièrement nouveau et une révélation pour moi, parce que les animaux, au lieu de les voir de loin, craintifs, fuyards, comme en Europe et tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, on les voyait là, à quelques mètres. Et non seulement on les voyait à quelques mètres, mais parfois ils venaient vers nous. Ils venaient jusqu'à presque nous toucher. Et pour moi, ça a été un choc culturel. Quand je suis rentrée en France, j'ai regardé notre nature et je me suis dit, mais on a un pays extraordinaire parce qu'on a une diversité de milieux qui est absolument fantastique. On va depuis la mer Méditerranée, donc le niveau marin, ou Atlantique, c'est déjà 2 écosystèmes différents, jusqu'au plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, avec tous les intermédiaires possibles, tous les intermédiaires climatiques et d'altitude. On a un milieu extraordinaire, on est un pays béni des dieux, et ce décor magnifique, il est quasiment vide. Pour faire une photo d'animal, il faut déployer des génies d'astuces, de patience, pour voir des animaux qui sont très loin, fuyards, craintifs, alors que dans d'autres pays, c'est pas comme ça. Et comment faire pour que, en France, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment faire pour qu'en France, on puisse avoir cette proximité, cette abondance qui finalement est présente de façon naturelle, normale, en quelque sorte, dans d'autres pays. Alors pour la petite histoire, quand Béatrice m'a proposé de partir à île Maurice et île La Réunion, je dis oui, mais on va peut-être attendre un peu. Je ne voulais pas y aller parce que je me suis dit, je suis un naturaliste de l'Europe occidentale, je commence à connaître à peu près tout. Je vais arriver dans un monde où je ne connaîtrais rien, tout neuf, donc j'appréhendais un peu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en arrivant là-bas, on a notre armoire à rangement intellectuel qu'on a construit. Elle a été construite à partir des connaissances que nous avons ici en Europe. Mais cette armoire à rangement, elle peut fonctionner aussi à l'étranger, dans d'autres écosystèmes. Par exemple, comme dit Béatrice, on est allé en Australie. En Australie, il y avait l'ornithorynque. L'ornithorynque, c'est la niche écologique du cincle plongeur chez nous. Donc, on le range dans la même catégorie. Et donc, on a plus de facilité. Et donc, c'est vrai que cette ouverture au monde, à d'autres écosystèmes, que j'appréhendais quelque peu, parce qu'il y avait une complexité, ben finalement, au contraire, c'est plutôt enrichissant et ça permet de comprendre en retour certains aspects qu'on trouve chez nous, et notamment effectivement les rapports entre l'homme et l'animal,
comme l'évoque très bien Béatrice, cette absence de proximité, c'est quelque chose d'insupportable dans notre pays. Alors qu'on devrait avoir donc le fameux trépied, à savoir diversité de la biodiversité, donc diversité, abondance, cette notion d'abondance aussi qu'on a perdue, et proximité. Et quand il dit perdu, je crois que c'est vraiment le bon mot. On a des preuves de cette perte, non seulement par d'éventuels gisements fossiles, mais surtout, et c'est Gilbert qui y a pensé en premier, on a des preuves par les gravures et les peintures rupestres qu'on trouve dans les grottes ornées, notamment la grotte Chauvet qui est proche de l'endroit où on réside. Et quand on voit la précision avec laquelle certains animaux ont été peints, leur expression, leur regard, ne sont pas des choses qui ont été inventées. Elles correspondent à une réalité. Mais l'homme préhistorique n'avait pas de téléobjectif, il n'avait pas de jumelles, il n'avait pas de lunettes pour voir les choses de près. Donc ça veut dire qu'il les a vraiment vues près. Alors, nous sommes tous les deux, Béatrice et moi, avant tout des pédagogues, puisque nous sommes enseignants de sciences de la vie et de la terre. Et donc, cette pédagogie nous a aidés, nous a permis de montrer à des acteurs qui sont aux manettes, nous on n'est pas vraiment aux manettes, mais à des acteurs qui sont aux manettes, comment faire pour préserver, pour conserver la biodiversité, voire même la magnifier, augmenter retrouver l'abondance naturelle. J'ai un exemple très simple que je cite souvent, c'est les effacements de barrages. J'ai travaillé sur un effacement de barrage, le barrage de Maison Rouge, sur la Vienne. Ce barrage, c'est tout simple, 1925, on le construit, on noie 15 km d'eau stagnante et croupissante, et en 98, on ne sait pas que faire, il vieillit. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève pas, on le reconstruit, on décide de l'enlever. On l'enlève, et alors à ce moment-là, c'est un vrai miracle. L'eau revient, se met à couler, des petits rapides, et on a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'espèces nouvelles qui reviennent aussitôt. Donc la faune, elle sait se débrouiller, elle sait revenir sans aucun problème. Les poissons migrateurs, les aloses, les saumons, les lamproies marines, on a même un phoque veau marin qui arrive. Donc tout ça, quand j'ai travaillé là-dessus, je me suis dit, il faut absolument que cette situation, merveilleuse situation, soit connue, qu'on puisse dire c'est possible. Et ensuite, grâce à nos voyages, donc, on a souvent vu ailleurs des audaces qu'on n'a pas chez nous. Donc on est revenu avec ces audaces dans notre besace et à présenter donc à des gestionnaires et qui peuvent se dire ah oui, finalement c'est possible. Et donc inventorier aussi, recenser tous ces programmes de réintroduction. On habite la région Rhône-Alpes et c'est vrai que dans la région Rhône-Alpes, jamais, au grand jamais, j'aurais pu rêver, moi, le naturaliste des années 70, qu'un jour le loup reviendrait, le lynx reviendrait, les 4 espèces de vautours reviendraient. Donc c'était pas rêvable. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. J'aime à raconter que dans la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, dont je suis président du conseil scientifique, on a 2 millions de personnes qui passent sur la route chaque année, 200 000 qui passent en canoë chaque année, et 20 000 qui passent à pied. Donc c'est énorme. Et malgré toute cette présence, on a eu le retour du vautour percnoptère, le retour du faucon pèlerin, le retour de la lauze dans les rivières, le retour de l'apron, le retour de la loutre, le retour du chevreuil, etc. etc. On n'a rien réintroduit, tout est revenu spontanément. C'est-à-dire qu'on a un espace qu'on préserve, et cet espace préservé fait que ça revient. Alors, il nous reste encore un domaine à conquérir, c'est le domaine de la proximité. Parce que là, tout le travail est encore à réaliser. Parce que on est après des siècles et des siècles et des siècles de persécution. Donc, certes, il y a eu la loi de 76, où tout a basculé cul par-dessus tête. Les espèces qu'on pensait que détruire, on a commencé à les protéger. Et donc, on n'imagine pas, mais au niveau culturel, ça a été un basculement complet. Donc, faire une liste d'espèces protégées, avant 76, c'était impensable. Moi, je me souviens j'ai une photo où j'ai une dizaine de rapaces morts qui étaient prévus pour un taxidermiste.
Et donc, tout ça parce que les rapaces n'étaient pas encore protégés. C'était avant la loi de 76, en Haute-Loire. Donc je me souviens de cette époque-là. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu cette période terrible où on tuait pour se faire plaisir, quoi. Voilà. Mais il a fallu sortir, il faut encore maintenant sortir de ce domaine-là, de cette relation-là, pour arriver à retrouver une cohabitation et un respect avec une proximité qui tendra de plus en plus vers une situation qu'on a appelée dans le film avec Jacques Perrin la Nouvelle Alliance, donc une sorte d'alliance entre le monde sauvage et l'espèce humaine. Bah, disons qu'au départ, dans les premières années, moi j'ai beaucoup travaillé avec Gilbert, mais j'ai travaillé un petit peu dans l'ombre parce que j'étais beaucoup dans les biberons ou les couches-culottes, enfin bon voilà, comme tous les jeunes couples. Et donc j'étais un petit peu la cheville ouvrière, c'est-à-dire que quand il partait explorer les rivières, moi je le déposais à un endroit en kayak, il partait, il explorait, notamment dans ta phase moule perlière. Et je le retrouvais le soir, et puis en attendant, je visitais un petit peu avec, on n'avait qu'une fille à l'époque. Et puis est arrivée l'époque de nos voyages. Et là, j'ai commencé à avoir un rôle peut-être un petit peu plus actif, dans le sens où, comme tu le disais, on est revenu avec dans notre besace beaucoup d'idées. Et on a eu de longues discussions par rapport à ces idées. Et c'est devenu, pour moi comme pour lui d'ailleurs, comme une évidence que chez nous, ce qui manquait, c'était des espaces suffisamment grands et suffisamment protégés pour qu'on puisse retrouver cette abondance qui manque chez nous et cette proximité qui manque chez nous aussi. Cette abondance, cette proximité qu'on a trouvée, comme on l'a évoqué, en Australie, mais aussi lors d'autres voyages qui ont suivi, aux États-Unis, à différents endroits, le parc du Yellowstone qui est très connu et qui est cité comme référence par de nombreuses personnes, mais pas que. On a retrouvé ça en Namibie. J'ai eu la chance extraordinaire de faire un voyage en Antarctique aussi, où bon voilà, on était soumis à des règles très strictes, il ne fallait pas dépasser tel secteur lorsqu'on approchait les animaux, il ne fallait pas aller à plus qu'une certaine distance, mais les animaux, eux, ne connaissent pas ces règles, donc il suffisait de s'asseoir quelque part et puis le manchot d'Adélie venait et il venait taper contre mon objectif d'appareil photo et c'est là que j'ai commencé aussi à, à me rendre compte que dans le rapport au sauvage, il n'y a pas que le plaisir de faire la photo, mais il y a aussi un espèce de bien-être qui s'installe quand, dans la journée, on a vu un animal, que cet animal n'a pas eu peur de nous et qu'il y a eu une espèce de contact, de connivence, qui fait que quand on revient d'un voyage ou d'une randonnée, on revient avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, on est transformé par ce contact avec l'animal. Et, et c'est là qu'on a commencé à réfléchir, enfin moi en tout cas, sur comment on va pouvoir apporter ça, en quelque sorte, à nos compatriotes français, comment on va pouvoir témoigner d'abord de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti, et comment on va pouvoir restaurer ce relationnel bénéfique finalement, même pour le psychisme, pas seulement pour l'environnement, parce que la restauration de la présence animale, c'est pas seulement un animal, cet animal fait partie de l'ensemble d'un écosystème, et donc pour pouvoir retrouver cet animal, s'il n'y est plus, il faut aussi qu'on restaure un milieu, tout son environnement. Ça sert à rien de vouloir préserver une espèce si le milieu dans lequel il évolue a complètement disparu. Et donc à partir de là, on a commencé à réfléchir de comment concrètement on pouvait arriver à ce résultat. La première évidence, ça a été que déjà, il faut un espace suffisamment vaste dans lequel l'animal ou l'espèce puisse évoluer librement, sans être chassé, donc protégé, entièrement protégé, et que cet espace soit suffisamment vaste justement pour qu'il ne soit pas dérangé. Mais dans tous les exemples de protection et de relations réussies avec l'environnement qu'on a vus, il y a un grand territoire protégé et surtout les
touristes, on va dire les écotouristes, hein, pour reprendre le terme exact, sont canalisés sur une petite partie dans laquelle ils vont avoir ils vont pouvoir vivre pleinement leur relation avec les animaux qui voudront bien venir dans cet endroit-là, qui ont choisi d'avoir ce contact avec les humains, mais tout le reste du territoire est inaccessible ou peu accessible, de manière à ce que l'animal ait son coin d'intimité pour pouvoir se reposer, se protéger, enfin bon voilà, faire vivre sa vie en quelque sorte. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'en France, il y a finalement relativement peu d'espaces qui sont réellement protégés. Si on fait le bilan de tous les parcs nationaux, réserves biologiques intégrales dans lesquelles il n'y a pas de chasse, l'animal est protégé, plus ou moins bien, on arrive à peu près à 1% du territoire français. Et donc là, ça a été une espèce de déclic qu'on a eu et on s'est dit, bon voilà, l'urgence, la priorité, c'est déjà d'augmenter cette possibilité de territoire dans lequel l'animal va pouvoir évoluer librement et donc en fait finalement d'augmenter des territoires qu'on va laisser en libre évolution. On a fait un topo guide de découverte des gorges d'Ardèche, donc on a randonné. Tous les circuits de ce topo guide ont été faits de telle manière qu'ils ne dérangent pas. Par exemple, il y a un couple d'aigles de Bonelli qui niche quelque part. On fait en sorte que le sentier ne passe pas sous la falaise où il niche pour ne pas le déranger. Donc tout a été étudié bien précisément. Donc on s'est partagé l'espace en quelque sorte. Et on cohabite parce qu'on a chacun sa place. Mais on peut partager aussi l'espace-temps. C'est ce qu'on a fait avec toujours dans les gorges d'Ardèche, avec les bivouacs sauvages qu'on a interdits. Parce qu'il y avait des bivouacs sauvages tout le long des gorges. On a interdit ça et il y a 2 aires de bivouac où les gens se rassemblent. Et entre ces aires de bivouac, il reste toute la rivière Ardèche sans personne. On a des loutres avec des loutrons, donc des reproductions qui se sont faites, alors qu'on a encore une fois 200 000 personnes qui passent chaque année dans ces gorges en canoë. Bien, la cohabitation peut se faire. Même dans nos pays où nous sommes nombreux, où on n'a pas les grands espaces américains, on peut arriver à cohabiter. Donc ça a été un peu un déclic. Et puis on a notre côté donc, de pédagogue et on est un peu aux manettes puisque Béatrice et moi, nous sommes au conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc on nous fait passer les plans de gestion des réserves naturelles et on a notre mot à dire. On peut dire, bah là, il faudrait peut-être prévoir plus de place pour la faune sauvage. Donc voilà. Et il faudra qu'on ait des surfaces de plus en plus importantes, sans chasse, effectivement, pour que cette confiance puisse revenir, parce que ça met beaucoup de temps. Il a fallu des siècles de persécution qui fait que le chevreuil, quand il est à 500 mètres de l'espèce humaine, il va se carapater, il va se cacher, parce qu'il sait qu'en général, ça se finit mal, quoi. Et il faut qu'il oublie cet aspect-là et qu'il devienne beaucoup plus proche de l'homme. Et en même temps, je pense que cette proximité, ce sont des spectacles qu'on nous a quelque part un peu volés et que nous devons retrouver. Je reviens toujours à mon exemple des gorges de l'Ardèche parce que avec la pression humaine qu'il y a dessus, j'aime bien prendre cet exemple-là pour montrer que c'est possible, c'est vraiment possible. Si c'est possible dans les gorges d'Ardèche, c'est possible partout. Quand les bateliers me disent « Ah ben Gilbert, hier matin, c'était de bonne heure avec les bateliers, on descendait l'Ardèche, on avait des touristes avec nous dans nos barques, et on a eu un spectacle magnifique. Il y a un chevreuil qui a traversé la rivière sur un gué. Et donc c'est vrai que c'est bucolique, c'est extraordinaire. Mais ça, ils le voient une fois tous les 6 mois. Alors qu'en fait, on devrait le voir chaque jour, et même plusieurs fois par jour. Donc ce spectacle nous a été volé quelque part, et donc il doit être restitué. Mais pour le restituer, il faut du temps. Mais je pense que c'est le meilleur moyen d'aller vers le fait d'accaparer ce monde sauvage et montrer, on peut vivre avec. Parce que c'est vrai que quand on dit sauvage, si on part d'une définition du sauvage, c'est tout ce qui n'est pas l'homme. Ben non, parce que le sauvage sans l'homme, on ne peut même pas savoir que c'est sauvage, puisque si on n'y va pas voir, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Alors qu'au contraire, ça me rappelle ma jeunesse, quand je me sentais bien dans un endroit où, en tournant la tête autour de moi, je ne voyais rien d'humain. Et pourtant, je suis humain, moi.
Donc je baigne dans ce sauvage sans le déranger. Donc j'ai ma place, moi aussi. Mais c'est la place de l'homme contemplatif. Celui qui passe et ne laisse pas de traces. Donc celui-là, il a toute sa place. Et bien souvent, on nous oppose, c'est la fameuse mise sous cloche. Mais la mise sous cloche, ça ne veut rien dire du tout. C'est une stupidité sans nom. Quand on met sous cloche, ça veut dire qu'on ne peut plus s'échapper, on peut plus... Non, non. Un espace naturel d'aujourd'hui, les individus peuvent se déplacer, peuvent apprendre à se rendre compte que ici c'est protégé, là ça l'est pas. Chaque année avec Béatrice, on va écouter le brame du cerf sur les hauts plateaux du Vercors. Il y a une RBI, réserve biologique intégrale, qui fait 2200 hectares. Il y a une densité de cerfs remarquable, pas trop, parce que de toute façon il y a des meutes de loups qui s'en occupent, donc qui régulent bien l'ensemble. Ça brame la journée et ça roupille la nuit, parce qu'on est dans un rythme naturel. Et on s'est rendu compte que les cerfs, ils ont délimité une zone où ils sont vraiment protégés, ils le savent. Ils se sont mis en place une petite zone tampon, et après il y a la zone où ils sont chassés. Ils ont vite compris cette... Alors, c'est difficile, ils sont très difficiles à voir, parce qu'on est dans une forêt qui n'a jamais été exploitée depuis très longtemps, donc avec des arbres un petit peu les uns enlacés avec les autres, c'est assez extraordinaire. Donc la vue ne porte pas très loin, mais on les entend vraiment très très proches. Et ce sont des expériences magnifiques. Et ça, on devrait à terme pouvoir dire, ben voilà, en France, il ne faut plus n'importe quel Français puisse aller à 3/4 d'heure, 1 heure de chez lui, une place de brame, qui puisse aller écouter ce grand moment qu'est le brame du cerf, septembre-octobre. Et puis après, on pourrait avoir d'autres spectacles. Le rut du chamois et du bouquetin, qui vont aller en fin d'année. En novembre-décembre, la fraie des saumons, grand moment, avec des saumons qui font 1 mètre de long, qui viennent frayer dans les rivières. Tous ces spectacles de la nature, avec un programme donc, qui est immuable, préétabli, qui existe depuis des millénaires, voire même dans certains cas des centaines de milliers, voire des millions d'années. On devrait à nouveau nous les restituer. Nous restituer un petit programme, comme il y a des programmes de spectacle, donc programme du spectacle naturel, qui se fait gratuitement et qui est de plus en plus extraordinaire avec le temps, surtout si on retrouve l'abondance et la diversité. Par définition, quand on est avec quelque chose de sauvage, eh bien c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est peut-être une idée qui est assez difficile à accepter dans notre monde moderne où justement on cherche à tout maîtriser, à tout contrôler, à tout gérer. C'est cette idée de laisser les choses se faire. Donc, protéger un espace, ça veut dire aussi le laisser évoluer librement, avec toutes les surprises, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, que ça peut nous apporter, mais surtout bonnes. Quand vous gérez un espace, par exemple, vous gérez un espace agricole, vous plantez des carottes, vous obtenez des carottes, il n'y a pas de surprise. Mais si vous protégez un espace naturel et que vous le laissez en libre évolution, eh ben, il va se passer des choses qu'on n'attendait pas forcément. Un exemple très concret pour illustrer ce que je dis, c'est dans le parc naturel régional du Vercors. Le cerf a été réintroduit et en fait cette réintroduction du cerf, elle a été pendant très longtemps un sujet de controverse, même parmi les naturalistes et les protecteurs de l'environnement. Il y avait des gens qui disaient ah non mais c'est pas possible, le cerf pourra jamais vivre dans le Vercors parce que c'est un milieu calcaire, donc par définition très sec, il y a plein de failles dans la roche et quand il pleut, bah, l'eau s'engouffre directement dans les failles et c'est un milieu qui est très très sec. Et le cerf a besoin d'eau pour boire. Donc voilà, c'était l'idée qu'on avait au départ et on se disait mais non, le cerf dans le Vercors, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont eu l'audace de le réintroduire quand même et c'est là qu'on a eu la surprise. Le cerf, en fait, dans son comportement, il a tendance à se rouler par terre dans des creux, à se rouler dans la boue pour se déparasiter. C'est un petit peu comme les femmes qui font un masque facial pour enlever resserrer les pores, enlever les points noirs, les impuretés, etc. Lui, ça le déparasite. Et en se roulant par terre, eh bien, il a colmaté le fond de certains creux avec de la boue, qui du coup a formé une couche imperméable. Et cette couche imperméable a permis l'apparition de points d'eau qui ont servi non seulement
pour que le cerf puisse boire, mais également toute une série d'animaux ont profité de ces petits points d'eau qui ont été créés naturellement par le... Il a adapté le milieu à ses propres besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé quand on a réintroduit le cerf. La deuxième chose, un espace sauvage, c'est pas un espace maîtrisé non plus par rapport à la vision de l'animal sauvage. Et quelqu'un qui s'imagine que il va pouvoir aller dans le milieu sauvage un petit peu comme un consommateur et qui exige en quelque sorte de voir l'animal, bah, c'est quelqu'un qui, à mon avis, se trompe totalement. S'il veut avoir cette relation-là, il faut qu'il aille dans un zoo un petit peu aménagé comme à Thoiry ou ailleurs, parce que là, effectivement, il sera sûr de voir les animaux. Il y a aussi dans cette relation avec l'animal directement le côté surprise. C'est-à-dire que vous allez vous promener dans un environnement sauvage, mais vous n'êtes pas sûr de le voir, cet animal. Et puis peut-être que vous espérez voir le cerf, mais qu'en fait vous verrez le bouquetin ou le chamois. Voilà, il y a cette notion de surprise qu'il faut avoir en tête et dont il faut être conscient. C'est-à-dire on ne va pas dans le milieu sauvage en consommateur, en se disant voilà je vais me faire des photos de tel truc. Non, en fait il y a toujours une notion d'impondérable, d'imprévu et il faut l'accepter. Chacun d'entre nous devrait être capable de mesurer jusqu'à quel point on ne dérange pas le sauvage. Et je me souviens quand on était sur les hauts plateaux du Vercors, il y a le bouquetin qui est venu te voir, tu n'as pas bougé et le bouquetin s'est couché. Il s'est couché et, tranquillement, Béatrice était à quelques mètres. Donc il est évident qu'il n'y avait aucun dérangement puisque l'animal est venu et s'est installé là pour ruminer tranquillement. Et tout ça parce que Béatrice avait bien senti la distance au-delà de laquelle il ne fallait pas aller pour ne pas le déranger. Il a son petit espace de quelques mètres, c'est tout, donc on est très proche de l'animal et il ne nous ignore pas vraiment, mais en tout cas il n'est pas affolé du tout, il rumine tranquillement, donc il est couché et ces observations-là font qu'on peut arriver à s'approcher finalement assez bien du sauvage. Je rapporterai une autre expérience. Donc je suis allé au Kamchatka donc pour faire Ushuaïa. Et donc on a filmé au milieu d'une quarantaine d'ours. Et les ours étaient là à proximité. Et on avait des gardes russes qui connaissent la faune parfaitement. Ils connaissent la réaction. Et donc moi j'étais avec mon aquascope, mon hublot pour chercher les moules perlières dans la rivière. Et à quelques mètres, il y avait des ours, mais qui ne s'affolaient pas. Et donc il y avait le garde, Slava, qui était là et qui me disait si c'était trop près ou pas. Donc il y avait une connaissance extraordinaire de cette faune. Et cette connaissance-là, on l'avait tous, mais on l'a en grande partie perdue à partir du moment où on s'est déconnecté du sauvage. Donc il faut que l'on retrouve ces capacités de compréhension du sauvage pour pouvoir le respecter beaucoup mieux. Même chose avec les baleines. C'est vrai que le whale watching, l'observation des baleines, des fois on dit on dérange les baleines. Alors c'est vrai qu'on les dérange un peu, mais avant on les tuait, donc c'était pas mieux. Mais il faut se donner des limites. Et là aussi, suivant le comportement, entre une baleine qui se montre régulièrement, on a vu ça en Islande, donc sans problème, parce qu'on ne l'approche pas trop. Mais si on l'approche trop, elle finit par plonger et disparaître donc très très loin. Donc ça fait partie de ces éthiques pour vivre dans le sauvage, c'est le comportement. Et c'est le comportement contemplatif, mais un comportement contemplatif limité, mesuré. Il faut être capable de cette prouesse, en quelque sorte, de retrouver à quelle distance je ne te dérange pas. Et d'ailleurs, même nous, les hommes, entre nous, quand on est dans un métro, tous entassés les uns contre les autres, on est mal. On a besoin de sa petite aura, de sa petite zone de quiétude. Eh bien, la relation avec l'animal sauvage, c'est la même chose. Et on sera, si on arrive à respecter cette situation-là, on sera récompensé. On sera récompensé par les observations merveilleuses que l'on pourra faire. Il y a aussi un autre aspect qui me paraît important, c'est dans le prélèvement. Donc, prélèvement, c'est vrai que quand on lit les textes des Américains,
eux, ils pensent que dans leur territoire sauvage, on peut prélever par la chasse, par la cueillette, etc. Ça peut se comprendre parce que les dimensions sont de très grande taille et donc il y a peu d'impact. Nous, c'est un petit peu plus délicat. Ne serait-ce que ramasser des champignons, par exemple. Si on ramasse les champignons, une petite quantité pour la famille, pour le jour même, ça aura peu d'impact. Mais si on en ramasse avec des quantités plus importantes, là, c'est autre chose. Et donc, il faut se méfier parce que parfois, on nous dit, même dans ces territoires protégés, il faut la présence de l'homme. Alors, pourquoi pas? Mais quel homme? Parce que je me suis rendu compte souvent dans mes expériences que quand on me disait ça, l'homme arrivait avec un fusil dans une main, la tronçonneuse dans une autre et le troupeau de moutons derrière lui, quoi. Je dis non, non, on vient juste comme ça participer au fonctionnement de l'écosystème. Non, il ne faut quand même pas raconter n'importe quoi. Le sauvage, c'est le sauvage. Et le sauvage, le territoire sauvage, à mon avis, actuellement, vu le nombre d'humains que nous sommes, n'accepte que le contemplatif. Et le contemplatif, par contre, il va puiser beaucoup, sans rien prélever. Il va puiser énormément, il va repartir beaucoup plus riche, il sera en meilleure santé, il sera bien, alors qu'il n'aura rien pris. Donc c'est ça l'extraordinaire qualité du monde sauvage. Il vous donne quelque chose de merveilleux sans rien perdre. Donc on ne lui a rien pris et on a beaucoup reçu. Ça peut paraître un peu extravagant, mais pourtant c'est une réalité. Cette chose à retrouver, on ne peut le faire que par une observation pendant, disons, expérimentée, enfin longue, expérimentée, voilà, par l'expérience de l'observation de l'animal. Et je pense que s'il y avait un conseil à donner à ces gens qui cherchent à retrouver cette connexion avec le sauvage et puis justement ce lien privilégié, c'est peut-être de ne pas y aller de but en blanc tout seul, mais de se faire accompagner par des gens qui savent au début et qui vont expliquer où sont les barrières à ne pas franchir. Parce que moi, par exemple, quand j'approche un animal, je vois dans la façon dont il se comporte, dans la façon de regarder, de dresser les yeux ou de ne pas regarder justement, à partir de quel moment il est inquiet. Et quand il est inquiet, c'est déjà trop tard. On est au-delà de sa sphère, de sa limite de distance enfin, voilà, on est rentré trop loin dans son intimité. Et donc, il faut savoir reculer. Et ça, c'est pas quelque chose qui arrive au premier contact. C'est quelque chose qui ne peut s'acquérir qu'après une certaine expérience. Donc, être accompagné au début par quelqu'un qui sait et qui va mettre les barrières et qui va donner les indications pour avoir le bon comportement, ça me paraît un aspect important. Dans un premier temps, il faut faire un petit historique. Il y a un siècle, le parc national suisse, par exemple, le parc national du Grand Paradis, on les protégeait parce qu'on protégeait la nature. La notion était simple, la nature sait tout faire, on la protège, donc voilà. Je dirais qu'on était déjà dans la libre évolution, paradoxalement. Et puis après, petit à petit, sont venues des listes d'espèces dites patrimoniales. Donc on s'est dit, ces espèces sont très importantes, il y a des espèces très importantes, puis il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Et il arrive un moment, on est un peu titillé parce qu'on se rend compte que, tiens, mais si on met des nichoirs, on va augmenter le nombre de l'espèce qui est importante. Et il y a eu petit à petit une dérive comme cela, et on s'est mis après à gérer la nature sauvage, qui n'était plus tout à fait d'ailleurs, pour produire en quelque sorte de l'orchidée, du papillon, etc., etc. Et on a été obligé de faire pas mal d'études pour redémontrer que la libre évolution, de mettre en place la libre évolution, c'est ce qu'on avait mis au départ mais qu'on avait oublié entre-temps, c'est finalement ce qui nous donne le meilleur, c'est-à-dire la biodiversité qu'il doit y avoir et non pas une biodiversité choisie avec des critères et des curseurs qu'on décide chacun soi-même. Et donc cette libre évolution, il a fallu, c'est un paradoxe quelque part, parce qu'il a fallu redémontrer que c'était ce qui fonctionnait le mieux. Un exemple, j'évoquais le parc national suisse. Quand le parc national suisse s'est créé en 1914, ils ont viré les moutons et les vaches, et le pastoralisme n'y était plus. Par contre, il y avait les ongulés sauvages, à savoir les cerfs, les chamois, les bouquetins, etc., qui se sont occupés des prairies, exactement comme le faisaient les moutons et les bovins,
Et là où il y a les plus grosses densités de cerfs, c'est là qu'il y a les plus grosses densités d'orchidées, de papillons. Donc une libre évolution qui nous fait des surprises. Et par la suite, actuellement, on est en train d'essayer de revenir à cette libre évolution dans tous les espaces protégés que l'on a, que l'on a en France, et il y a plusieurs centaines de réserves naturelles notamment, parce que pendant des décennies, je dirais, on a fait des colloques où on a appris comment gérer, comment développer tel écosystème, telle espèce, etc. Et une fois qu'on est parti dans ce système-là, comment dire, on a l'impression qu'on est utile. Je passe la tondeuse et après j'ai plein de papillons, grâce à moi, quelque part. Donc l'espèce humaine, il a besoin de ça. Alors que se dire, je ne fais rien, et grâce à moi qui ne fais rien, tout se passe dans le meilleur des mondes, faut déjà être bon, hein, finalement. Faut déjà psychologiquement être solide pour pouvoir en arriver là. Je dis souvent, l'espèce humaine, c'est quand même particulier. Vous avez un enfant, un petit garçon, que vous allez vous emmener au bord de mer. Normalement, il devrait s'asseoir sur la plage, regarder le flux et le reflux, et philosophiquement dire c'est merveilleux, c'est magnifique. Mais non, il va prendre un seau, il va prendre une pelle, il va creuser, etc. Il va s'animer, il va s'activer. C'est l'espèce humaine. On est tous des ingénieurs en puissance. Et quand il va grandir, ce gamin, il va prendre une pelle mécanique, il va creuser, il va faire des barrages. Donc voilà, on en est là. Je vois les effacements de barrages qu'on évoquait. Effacer un barrage, c'est terrible. C'est revenir sur une construction humaine. Donc ça demande un effort psychologique extraordinaire. Il faut applaudir, applaudir, applaudir les hommes qui ont eu le courage de dire ce qu'on a fait là, c'était une bêtise. Et on revient sur la bêtise. Alors, on ne revient jamais complètement. Le fameux barrage de Maison Rouge sur la Vienne, quand il a été effacé, on a laissé là où il était une petite bande de béton. On a dit parce que sinon la rivière risque de s'enfoncer. Bien sûr qu'elle ne risquait pas de s'enfoncer, la rivière. Mais on a voulu quand même penser qu'on a quand même besoin du bonhomme. Le retour de la forêt en France. Chaque année, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui reviennent de façon spontanée, pratiquement pour toutes ces forêts. Sauf, il y a à peu près 15% de ce retour, ce sont des plantations. Et quelque part, on peut se dire, heureusement qu'il y a ces 15%, parce qu'on a l'impression que le forestier, il sert à quelque chose pour faire ces 15%. Imaginez que ce soit 100% des forêts qui soient spontanées. Le forestier dirait, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis perdu, on n'a plus besoin de moi. Donc, il y a vraiment un travail psychologique, on va dire, à faire, culturel aussi, énorme, pour pouvoir accepter le retour du sauvage, le réensauvagement. Le terme, d'ailleurs, quand j'ai fait mon ouvrage « Réensauvageons la France », on a pensé aux sauvageons de Jean-Pierre Chevènement, on a pensé aux sauvages, voilà, le bon sauvage, le mauvais sauvage. Ça colporte beaucoup de choses et ça demande une exégèse, ça demande d'être expliqué, d'être décortiqué. Et du coup, c'est très important et très intéressant parce qu'en décortiquant, on remet en place en quelque sorte une relation entre l'homme et le sauvage. Et finalement, on peut s'estimer heureux que l'on puisse redonner toute sa richesse à la fonctionnalité des écosystèmes en enlevant un barrage, en supprimant des digues, en laissant évoluer une forêt avec des arbres morts qui tombent, etc. etc., etc. Moi, j'ai souvent entendu dire oui, mais s'il n'y avait pas l'agriculture, il n'y aurait plus de paysage. Les agriculteurs entretiennent le paysage. Alors oui, les agriculteurs entretiennent le paysage, mais un certain type de paysage. Et ce qu'on oublie, c'est que la forêt, les prairies, les paysages existaient bien avant l'apparition de l'homme sur Terre. Et tout ça fonctionnait très bien quand on n'y était pas. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut plus fonctionner parce qu'on y est, on ne peut pas non plus tout mélanger, mais voilà, il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise. Et ça m'est arrivé d'entendre certains organismes gestionnaires de l'environnement, justement, enfin des personnes qui travaillent dans ces organismes, se plaindre en disant oui, c'est devenu insoutenable, on n'y arrive plus, il y a trop de choses à gérer. Et moi, je les regardais, puis je leur disais, et ça vous est jamais venu à l'idée justement d'accepter de rentrer dans la non-gestion et de laisser les choses se faire? Alors, la principale difficulté dans la libre évolution,
c'est que sur les espaces qui sont protégés actuellement, donc déclarés protégés par l'État, il y a des propriétés privées. Et c'est difficile d'exiger des propriétaires un certain nombre de choses, puisqu'ils sont par définition chez eux. Et donc l'une des façons de contourner cette difficulté, eh bien, c'est justement l'acquisition foncière. Alors certains départements, comme notamment l'Ardèche dans lequel on habite, s'y sont déjà employés et achètent certains terrains privés lorsqu'ils sont en vente, donc il y a un droit de préemption. Et puis il y a eu aussi des initiatives citoyennes, c'est-à-dire des associations qui ont décidé d'acquérir des terrains pour permettre justement à cette libre évolution de se mettre en place. Ce qui quelque part est un petit peu paradoxal parce que c'est acquérir des terrains pour non pas pour une jouissance personnelle, c'est la définition de la propriété, mais pour la jouissance d'autrui, en quelque sorte. Puisque ces terrains sont des espaces ouverts dans lesquels les animaux, les végétaux vont pouvoir rentrer, sortir, les humains aussi vont pouvoir rentrer, sortir et profiter des bénéfices de cette libre évolution. Oui, alors nous avons deux exemples, deux associations qui fonctionnent comme ça. C'est l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages. Et donc, Béatrice et moi, nous sommes administrateurs de l'ASPAS. Et on a déjà plusieurs sites, donc les Deux Lacs, dans la vallée du Rhône, le Grand Barry, donc ça fait 130 hectares dans le sud, dans le Diois, en quelque sorte, voilà. Et puis on a le Trégor, 60 hectares sur les bords du Légué, donc un fleuve côtier donc en Bretagne. Et donc on a soit acquis, soit ce sont des dons qui nous ont été faits. Et déjà, on voit les changements. Par exemple, dans la réserve du Grand Barry, on a une densité de chamois qui est 10-15 individus au 100 hectares, ce qui est une très belle densité. Et on les observe de plus près qu'ailleurs. Donc il commence à y avoir des changements de comportement. Donc voilà, alors deuxième association à fonctionner, qui a été d'ailleurs historiquement la première à mettre ça en place, c'est notre association qui s'appelle Forêt Sauvage. Et Forêt Sauvage, on a acquis plusieurs centaines d'hectares, là aussi, petit à petit, parcelle après parcelle. Et comme dit Béatrice, pour ne pas désapproprier finalement le propriétaire en lui disant bah, c'est fini, chez vous on ne pourra plus rien faire. Il nous vend son terrain et bien souvent quand on discute avec lui, parce que là par contre on ne peut pas exiger de lui qu'il nous le vende, donc quand on discute avec lui, il nous dit mais on est ravis que vous nous achetiez ce terrain et surtout que vous ne fassiez rien et donc je vais pouvoir continuer à le voir naturel, quoi. Ce sont des aspirations qui existent déjà. C'est-à-dire que même au plus profond de nos campagnes, eh bien, vous avez certaines personnes qui se disent ben voilà, moi, ma forêt, j'aimerais bien qu'on ne la touche pas, qu'on la préserve. Il y a un besoin comme cela de préservation. Et il y a un outil, alors certes relativement peu développé pour l'instant, mais il y a l'outil de la maîtrise foncière. Et par contre, il faut qu'après la maîtrise foncière, il y ait l'absence de gestion, qui est la libre évolution. Parce que maîtrise foncière, par exemple, le Conservatoire du littoral achète, mais ensuite il confie cette gestion à des services qui peuvent être un peu atteints de gestionnite, parfois. Donc c'est à éviter. Mais voilà, c'est je pense, une révolution. On n'est pas arrivé au point de ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple, où il y a le National Trust qui, avec 3 millions d'adhérents, donc achète une très grande partie de la Grande-Bretagne. Mais voilà, ça permet de pouvoir acquérir quand même dans des secteurs qu'on ne pourrait pas protéger autrement grâce à cet outil. Oui, alors l'idée d'acquisition foncière, effectivement, bah, c'est en fait un petit peu toi qui en es à l'origine. C'est-à-dire que dans un endroit où Gilbert a beaucoup passé ses vacances d'enfance et auquel il était très attaché, il y avait une aire d'aigle-beauté. Alors une aire d'aigle-beauté, il faut vous imaginer, c'est un oiseau, un rapace qui n'est pas très grand, mais par contre son aire est immense. Là, elle faisait à peu près 1 mètre de diamètre sur un vieux hêtre. Il faut des vieux arbres pour supporter des aires de cette taille-là. Et c'est une aire qui était suivie par les ornithologues depuis un certain nombre d'années. Ils revenaient chaque année régulièrement sur cette aire et ils l'agrandissaient petit à petit.
Et un jour, le propriétaire de ce terrain a fait une coupe à blanc et donc tout a disparu et ce hêtre a été coupé comme les autres arbres et tout ça pour servir, de bois de chauffage. Donc ça a été, un déchirement, un arrachement de cœur, tu Ouais. en as pleuré à l'époque et c'est C'est là qu'on s'est dit, «Il faut faire quelque chose» et c'est comme ça que cette idée d'acquisition foncière, nous est venue à l'esprit petit à petit, en essayant de trouver une solution justement Mmh. pour éviter ce genre de drame. Et et la fin de l'histoire, à l'américaine toujours, est très jolie, c'est que au bout d'un certain temps, donc quand on a pu acquérir, un certain nombre de parcelles, dans ce secteur-là, eh bien, l'aigle botté est revenu et il a rebâti une aire sur un autre arbre qui était, dans les parcelles qu'on avait achetées. Donc voilà, une fin magnifique. Donc la libre évolution, c'est ne rien faire, mais ça, c'est soit ne rien faire, soit défaire, par exemple le barrage qu'on enlève, soit refaire. Refaire, ça peut être une réintroduction. Alors le cas particulier des réintroductions, c'est vrai que parfois on nous dit mais une réintroduction c'est artificiel. Alors je dis attendez, remettons les choses dans l'ordre. Ce qui a été artificiel en premier, c'est la disparition par la destruction. Donc c'est trop facile de dire bon ben on a détruit, c'était une autre période, mais maintenant on ne va pas reconstruire puisque de toute façon ce serait artificiel. Bien sûr que si. Alors soit le retour à la complexité, à la diversité globale d'un écosystème peut se faire d'elle-même, de lui-même, ce retour. Et à ce moment-là, il suffit de laisser faire, les espèces vont revenir, vont se réinstaller. Soit on est dans une situation où il n'y a pratiquement aucune chance que les espèces reviennent d'elles-mêmes, on va être contraint à la réintroduction. Mais la réintroduction, c'est un petit coup de pouce pour remettre dans l'écosystème un peu de fonctionnalité. Je prends quelques exemples. Le roc ne va pas revenir tout seul. Le bison ne va pas revenir tout seul. Enfin, le bison encore, à la rigueur, il pourrait peut-être. Mais il y a des opérations de réintroduction. Et on se rend compte que ces espèces dites clés de voûte, c'est-à-dire qui ont un impact très fort sur l'écosystème, eh bien, elles vont apporter un fonctionnement qui était le fonctionnement de l'écosystème avant qu'on l'ait vidé de sa substance en faisant disparaître ces quelques espèces. Il y a beaucoup d'écosystèmes actuellement, l'écosystème forêt par exemple, il roupille. Il roupille parce qu'il n'y a pas les grands ongulés, le roc, le tarpan, le bison, l'élan, éventuellement. Donc faire revenir ces espèces-là, c'est pas finalement avoir une activité artificielle. Donc ça se justifie. Il ne faut pas que ça devienne un business et je viens, je vous vends mon bison et puis voilà. Mais avant d'en arriver là, je pense que la plupart des réintroductions qui ont été réalisées, le retour des vautours, par exemple, des 4 espèces de vautours, ça a été un succès remarquable. Mais à tel point qu'on arrive à mélanger même les retours spontanés et les réintroductions. Le cas du loup est emblématique de ce côté-là, quoi. Par contre, parfois, on peut se dire il faut qu'on intervienne avec le changement du climat, par exemple. Il faut qu'on intervienne parce que le climat va changer, donc les espèces vont changer. Attendez. Le yo-yo, glaciation, déglaciation, glaciation, ça fait des millions d'années qu'il fonctionne et il y a beaucoup d'espèces qui ont traversé ces yo-yos sans trop de problèmes. Je vous prends un exemple, le saumon atlantique. Le saumon atlantique, aujourd'hui, il se reproduit des rivières qui sont au Portugal, vers les monts Cantabriques, en Espagne, et comme ça jusqu'au Cap Nord. Avec à chaque fois des sous-espèces adaptées. La sous-espèce qui vit dans les rivières du Portugal, des eaux un peu plus chaudes, ça ne la dérange pas. Par rapport à celle qui est au Cap Nord, c'est différent. Si demain il fait beaucoup plus chaud, il va y avoir un glissement de ces espèces vers le nord. C'est-à-dire que le saumon du Portugal, on va dire, va peut-être se reproduire dans la Loire, parce qu'il y aura eu ce glissement. Mais pour que ce glissement ait lieu, il faut qu'on ait des effectifs très importants. Et en plus de ça, il faut que, là aujourd'hui, on a à peu près 500 saumons qui remontent sur la Loire, on en avait 100 000 normalement, voire même plusieurs centaines de milliers. Quand vous avez plusieurs centaines de milliers de saumons qui sont dans un cours d'eau, il y en a toujours qui se trompent, ou qui sont des pionniers, qui vont chercher ailleurs, qui vont aller plus au nord. Ah, bah finalement, la température est meilleure ici. Donc voilà,
Donc que faut-il faire? Eh bien, il faut faire en sorte de retrouver cette abondance, parce que c'est la richesse, c'est l'abondance qui fait qu'on peut avoir des réponses au changement climatique. Et aujourd'hui, la plupart des espèces, par rapport au changement climatique, ce n'est pas tant le changement de température qui va leur poser problème, c'est le fait qu'elles ne peuvent plus se déplacer. 500 000 km de cours d'eau en France, 100 000 barrages. Donc ça donne une idée un petit peu. Même chose pour l'Europe, on en a un peu partout. Donc il faut arriver à supprimer, justement, à défaire toutes ces contraintes pour pouvoir laisser la nature réagir d'elle-même. Elle trouvera des solutions, on peut lui faire confiance. Il est clair que plus un milieu est divers, au niveau génétique notamment, plus on va avoir, en cas de catastrophe naturelle, qu'elle soit climatique ou autre, plus on va avoir une probabilité importante de trouver dans cette population un individu capable de résister à cet événement catastrophique et donc de faire redémarrer, d'avoir une résilience et de faire redémarrer le fonctionnement naturel de l'écosystème. Le garant de la réussite de la préservation de la biodiversité, c'est le plus grand possible. Les grands scientifiques disent que quand on multiplie par 10 la surface que l'on protège, on double la biodiversité qu'on protège. Donc chaque fois qu'on fait un saut d'un facteur 10, on double la quantité. On va avoir 1000 espèces, et bien on multiplie par 10 la surface, on en aura 2000. Donc ça veut dire qu'il faut aller vers le plus grand possible. Ensuite, il faut que ce soit connecté. Et connecté, alors, pas par des petits corridors, des petits tuyaux qui vont d'une zone protégée à une autre zone protégée. À mon avis, la connexion, le corridor, ça doit être au contraire une dispersion interstitielle du sauvage partout où il peut aller. Donc c'est vraiment vers un maximum. C'est-à-dire qu'on a des zones utilisées par l'homme, et entre ces zones utilisées par l'homme, eh bien, il faut que le sauvage puisse passer là sans trop de problèmes pour aller vers des sanctuaires les plus grands possibles, où là, on ne fait rien. On laisse faire la nature complètement. Donc on aurait ces différents degrés, on aurait cette imbrication un petit peu qui fait que le sauvage apporterait du bien partout, et que s'il y a une petite catastrophe, un changement, comme dit Béatrice, à ce moment-là, on ait la richesse, la biodiversité génétique pour répondre, pour trouver la réponse aux nouveaux problèmes qui arrivent. Parce qu'il en arrivera avec les contrats mondiaux qu'on est en train de nous mettre en place. C'est facile de penser qu'on va avoir de nouvelles espèces invasives qui vont s'installer et poser des problèmes devant lesquels il va falloir que les espèces de chez nous, continentales notamment, puissent répondre. Et voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis, donc connecté, comme je vous disais, et surtout avec toutes les composantes pour pouvoir fonctionner. Quand on a fait le parc national suisse, on a réintroduit le bouquetin. La vanoise, pareil. Donc la vanoise sans ses bouquetins, ce serait rien du tout. Et ensuite, on est arrivé au gypaète. La réintroduction du gypaète, c'est quelque chose de magnifique. Ce sont des espèces qui ont été détruites par l'homme et qu'on fait revenir et qui remettent de la fonctionnalité. Donc voilà. Et pour une fois, l'homme se sent utile. Donc là où il se sentait utile à passer la tondeuse, on l'a rendu utile pour reconstituer un fonctionnement naturel qui va faire en sorte que l'écosystème puisse fonctionner sans l'homme. C'est-à-dire c'est le petit coup de pouce qu'on donne, à un moment donné, c'est tout. Après on se retire, voilà, parce qu'on a fait une bêtise, on les avait tous tués, et bien on les remet. Mais après, c'est la nature qui reprend la main. En fait, transformation, elle n'existe pas partout. Quand on regarde le rapport des bergers et des éleveurs avec les grands prédateurs, par exemple, que sont le loup et l'ours, eh bien, on se rend compte que dans des pays où ces deux prédateurs, le loup et l'ours, ont toujours existé et où ils n'ont jamais disparu, eh bien, en fait, la coexistence entre les bergers, les éleveurs et le grand prédateur se passe très bien. Elle se passe très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un arsenal de mesures de protection qui ont toujours été appliquées et donc des traditions qui se sont maintenues et qui perdurent. Là où par contre ça devient compliqué, c'est dans des pays comme la France où à un moment donné historiquement, ces espèces ont été
complètement éradiqué, ce qui a été le cas du loup, ou pratiquement complètement éradiqué, ce qui est le cas de l'ours dans les Pyrénées. Il a totalement disparu dans les Alpes. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que les générations d'aujourd'hui ont perdu toutes ces habitudes et ont perdu l'état d'esprit qui permet de cohabiter avec les espèces sauvages, avec ces espèces sauvages-là notamment. Et ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est essayer d'induire un changement de mentalité, un changement de perception des choses pour qu'on puisse retrouver la possibilité de cette cohabitation. Et pour changer les mentalités, ben en fait, il faut qu'il y ait de l'information qui passe par différents canaux. Donc, information, nous, on fait beaucoup de conférences, on écrit des livres, donc notamment Réensauvagement la France, et puis bientôt, il va y avoir l'équivalent qui va sortir sur l'ensemble de l'Europe. Et puis, il y a aussi des films. Et toi, tu as été notamment conseiller scientifique auprès de Jacques Perrin pour faire passer justement ces idées de cohabitation, de nouvelle alliance avec le vivant. Donc peut-être tu peux préciser un petit peu. Alors effectivement, c'est ce film Les Saisons, donc, qui raconte l'évolution de la nature, on va dire depuis la dernière glaciation jusqu'à aujourd'hui, avec toute une série d'époques. Donc Jacques Perrin m'a demandé d'être le conseiller scientifique pour ce film. En fait, c'est François Sarano qui m'avait dénoncé. Et donc on a passé donc 6 ans, puisque de 2010 à 2016, à travailler sur ce film. Et l'idée générale était quand même d'un retour vers une cohabitation, vers une amélioration, vers un mieux. Donc on a terminé avec cette belle notion de la Nouvelle Alliance. Donc la Nouvelle Alliance, alors pour la petite histoire, ce terme, il vient d'un petit village ardéchois où j'habite. Et à cette époque-là, ma fille était en primaire, et dans ce petit village, il y avait du catéchisme. Mais il se trouvait que cette année-là, il n'y avait plus personne qui faisait le catéchisme. Or, le catéchisme, qu'on le veuille ou non, culturellement, il faut avoir ses connaissances, c'est notre culture. Après, qu'on croit ou on ne croit pas, c'est chacun voit à sa façon. Et donc, sœur Jeanne vient me voir, elle dit « Monsieur Cochet, vous ne voudriez pas faire le catéchisme cette année ?» Je lui dis « Écoutez, pourquoi pas, si vous me préparez le terrain. » Il dit « Mais il n'y a pas de problème, on s'occupera de tout. » Et il se trouve que c'était l'histoire du prophète Jérémie, la Nouvelle Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc j'apprends tout sur la Nouvelle Alliance, et j'aime bien ce terme. Et donc quelques mois plus tard, je suis avec Jacques Perrin, et je lui dis, bah, écoute, voilà, tu vois, finalement, c'est une belle histoire qui finit bien. On pourrait presque appeler ça la Nouvelle Alliance. Ah, la Nouvelle Alliance, mais oui, bien entendu. Donc ce nom a été gardé, on le cite à la fin du film, et on l'a réutilisé avec Stéphane Durand, donc le scénariste, pour donner le titre de la nouvelle collection chez Actes Sud, qui s'appelle Monde Sauvage, la Nouvelle Alliance. Donc comme quoi, donc tout peut être lié. Mais effectivement, dans ce film, quand on a fait les rencontres avec les spectateurs, donc les avant-premières, on a dû rencontrer 15 à 20 000 personnes physiquement. Donc on faisait des avant-premières un peu partout, ça durait pratiquement 2 mois. C'était H24, comme disent les jeunes, on en faisait plusieurs par jour, avec des dédicaces, avec des rencontres, avec le public, etc. Et chaque fois, ce qui marquait véritablement le public, c'était le côté positif de cette belle histoire, c'est-à-dire la résilience. Et la résilience avec des résultats déjà, le retour du loup, le retour des vautours, tout ce qu'on a déjà évoqué, nous montre que c'est vraiment du positif, du positif, du positif. Et donc ça a vraiment plu. Et on s'est rendu compte que le public attendait cela. Et donc on était 4 à l'équipe du film, donc Jacques Perrin et Jacques Cluzot, les 2 réalisateurs, Stéphane Durand, le scénariste, et moi, le conseiller scientifique. Et on avait réponse à tout. Et donc on a fait avancer les choses, et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un livre, le fameux Réensauvageons la France, donc pour montrer qu'on a déjà fait beaucoup, on a vraiment progressé, mais il y a encore une marge de progression, donc qui est encore très importante. On a fait le peuple des forêts, donc 3 fois 52 minutes, l'âge de glace, l'âge d'or de la forêt, au fil de l'histoire, où on décline encore une fois toutes ces histoires-là. Et le public s'est rendu compte de certains aspects qu'il ne connaissait pas.
le fait qu'il y avait des bisons, des aurochs, les quatre grands qui étaient dans nos forêts, le fait que le loup faisait fonctionner tout cela par son rôle de prédateur. Donc tout ça a été assez extraordinaire, a été très bien accueilli de partout. Plusieurs livres sont sortis, des livres pour les enfants et des livres qui fonctionnaient très bien. Et je pense que, voilà, alors c'est le cinéma, mais on a permis de faire passer beaucoup d'idées. Et notamment une critique que l'on a retournée comme une crêpe. C'est-à-dire qu'avec Jacques Perrin, on fonctionne avec des animaux dits imprégnés, c'est-à-dire des animaux, on va dire, apprivoisés, qui n'ont pas peur de l'homme, qui sont nés en présence de leur maître, et voilà. Donc on a un lynx, on a des loups, et on les caresse, et c'est une pure merveille. Et donc plusieurs fois on nous a dit, oui, mais alors vous travaillez avec des animaux imprégnés, c'est un peu artificiel, c'est pas... Alors, la première fois qu'on a posé cette question, j'ai dit à Jacques, laisse faire, je vais m'en occuper. Je lui ai dit, écoutez, vous savez, vous dites c'est artificiel. Eh bien, paradoxalement, travailler avec des animaux imprégnés, on est beaucoup plus proche de la réalité que si on travaillait avec des animaux sauvages. Pour quelle raison? C'est ce qu'évoquait Béatrice tout à l'heure. La grotte Chauvet, que j'ai eu le privilège de visiter, la vraie, dans la grotte Chauvet, comme l'a dit Béatrice, on voit très bien que l'homme préhistorique, il était à côté, à 1 mètre ou 2 de l'animal sauvage, à proximité. Alors il n'était pas imprégné, mais nos animaux imprégnés d'aujourd'hui, ils sont très proches de la réalité. Alors que le chevreuil, encore une fois, qui décampe à 500 mètres parce qu'il sait que ça va mal se passer s'il reste là, ça c'est complètement artificiel. Donc du coup, l'artificialité... Alors là, Jacques était émerveillé, il a dit ça c'est fabuleux, on a retourné le problème comme une crêpe, et au contraire, un inconvénient, ce qui aurait pu être un inconvénient, une maladresse, est devenu au contraire une force, parce qu'on a filmé des animaux qui ont été dans le même état d'esprit, en quelque sorte, la même proximité avec l'homme que s'il n'y avait pas eu de tout ce temps de persécution pendant des siècles et des siècles, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces persécutions, justement, ça a fait une espèce de sélection naturelle au plomb des animaux les plus craintifs. Et ceux qui étaient les plus confiants, en fait, ils ont disparu et ils n'ont pas pu transmettre leurs gènes. Alors bien sûr, il y a des situations un peu cocasses, hein. Quand on est avec le lynx qui poursuit la biche, qui est en fait un jeune cerf, comme ils sont nés en même temps, ils jouent. Et donc la majeure partie du temps, c'est plutôt le jeune cerf qui court après le lynx. Donc là, il ne faut pas filmer. Et quand le lynx s'amuse avec... voilà. On a tourné avec des ours au grand angle. Donc on est sur la petite chaise, vous savez, pliante, là, on regarde et il y a l'ours qui passe à moins d'1 mètre devant nous, quoi. Donc voilà, la proximité, c'est ça aussi. C'est on côtoie la grosse bête, quoi. Mais voilà. Et je pense que grâce à ces films, on a fait passer beaucoup de nouvelles idées et on continue parce qu'ils passent dans les écoles, on est souvent sollicité. Il y avait les livres, donc comme dit Béatrice, on est en train d'écrire celui qui sortira en printemps 2020 sur Réan Sauvageon, l'Europe, où là on a vraiment ce ne sera peut-être pas tout à fait ça le titre, mais en tout cas c'est l'idée, et où on a de beaux exemples que l'on pourra importer chez nous pour retrouver la place du sauvage et tout ce qu'elle mérite. En ce qui concerne l'avenir du sauvage, moi je suis très confiante. Très confiante parce qu'on a eu l'occasion de faire un certain nombre de conférences, donc d'avoir un contact direct avec le public. Et notamment, on a fait des conférences auprès de publics qui sont jeunes, parfois très jeunes. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est une intervention qu'on a faite auprès du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, donc des gens qui ont en moyenne 30-40 ans. Et la façon dont ils ont été réceptifs de notre message, dont ils ont été intéressés, dont ils avaient envie de s'impliquer surtout, moi me laisse très confiante parce que j'ai constaté que les jeunes générations sont très sensibles à ces sujets, très ouvertes à ces problèmes et ont envie que le sauvage reprenne sa place, que cette connexion avec le monde sauvage puisse se refaire. Et je trouve que cette envie est porteuse de plein d'espoirs magnifiques. D'abord par évoquer 2 côtés négatifs
qui méritent d'être vraiment réparées si on veut avoir un avenir du sauvage serein. C'est le monde agricole qui doit faire sa révolution pour qu'il redevienne des territoires de vie. Voilà, chose qui a été perdue à cause de la chimie, à cause de la destruction des haies, etc. Deuxième milieu naturel qui est en train d'être surexploité honteusement, mais comme c'est invisible, on laisse faire, ce sont les fonds marins. Donc la pêche au chalut, au filet qui racle tout, c'est une honte, tout simplement. Je me demande comment on peut laisser faire ça. Le monde marin attend sa loi de 76. Voilà. Et donc, quand on enlève ces deux mondes, où là, il y a vraiment une révolution à faire, et le plus rapidement possible, pour le reste, exactement comme Béatrice, je suis serein. Je pense que les chamois, on en a 100 000 dans la chaîne alpine. On devrait en avoir 350 000 si on avait les mêmes densités que dans les parcs nationaux. On finira par les avoir. La cigogne blanche, on avait 4 couples, plus que 4 couples en 1974. On en a 2200 couples. Eh bien, comme il y en a 50 000 couples en Pologne, on a encore de la marge. Et on va continuer. Plein d'espèces comme ça vont progresser. Les territoires de plus en plus grands vont être protégés. Ça, je le pense. Donc, ce sera contrasté. Mais il faut absolument que le monde agricole et le monde marin fassent leur révolution. Le monde marin, c'est quand même paradoxal, enfin c'est pas paradoxal, c'est symptomatique de voir que tout ce qui est cétacé, qu'on voit bien en surface, est maintenant bien protégé, parce qu'on le voit, alors que ce qui est en dessous, au fond, on ne le voit pas, on le détruit donc de façon inimaginable. Et donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Mais malgré tout, je reste quand même sur la belle réussite, qui est ce basculement cul par-dessus tête. Donc, ce qu'on a cherché à détruire pendant des siècles et des siècles, eh bien, on cherche à le reconstruire, en tout cas à le préserver pour le bien de tous, et notamment celui de l'espèce humaine. Et on revient à notre métier, ce qui est notre corps métier, c'est la pédagogie. Il faut apprendre. Et donc, par tous les moyens, communiquer, les films, les livres, les actions. Actuellement, avec les réseaux sociaux, on peut très vite faire passer une information. Et donc, voilà, il va falloir utiliser tout ça parce que, bien entendu, il y a urgence. Il y a urgence, et notamment avec le réchauffement climatique. Or, il faut savoir que restaurer les fonctionnalités d'un écosystème, ça permet de rabaisser la température. Une forêt qui fonctionne naturellement, elle nous piège du CO2. Une rivière qui fonctionne naturellement, un fleuve qui fonctionne naturellement, ça nous piège le CO2. Donc tout cela, on a à y gagner. Et il faut le dire, le redire et le faire comprendre. Les Français ne sont pas idiots, les Terriens ne sont pas idiots. Quand on leur explique, ils comprennent. Donc il y a un effort de pédagogie très important à faire. Il nous faut un observatoire du sauvage.